Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, avant de présenter nos intervenants et le sujet de cette matinée, un petit mot sur l'APEC, si vous permettez. Donc, moi, je suis Nathalie, est désolée, mais elle a un contretemps. Elle est sur son téléphone, là, mais pas forcément disponible. Donc, je suis trésorier de l'APEX et je voulais vous dire deux mots sur l'APEX. Donc, on est donc un club d'entreprise de l'international, de la région sud. Notre ADN principal, c'est le networking, le partage de transmission entre chefs d'entreprise et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que si on regarde, on compte à peu près 150 membres sur notre territoire. Notre objectif, c'est de renforcer nos échanges, nos partenaires, nos partenariats. Comme dit Nathalie, c'est de la jouer collectif. Voilà, et qu'on identifie bien l'international comme un véritable levier de croissance, et je pense qu'on en parlera dans cette matinée. Voilà, donc pour dire un mot sur le sujet, eh bien, effectivement, on est sur un plan très lourd de 100 milliards d'euros. Je dirais, moi, en tant qu'économiste de formation, en tous les cas, j'y comprends plus rien parce que on a eu la théorie quantitative de la monnaie qui nous dit que quand on injecte trop d'argent, eh bien, on se retrouve avec une défiance vis-à-vis de la monnaie et donc une surinflation. Ce n'est pas le cas. On nous dit que la courbe de Phillips nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de gérer à la fois le chômage et l'inflation. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'inflation. Donc ça aussi, c'est encore une contradiction. Et enfin, on s'aperçoit que finalement, alors que pendant des années, on nous a dit qu'il fallait surtout pas d'inflation, aujourd'hui, tout le monde souhaite qu'il y ait de l'inflation, mais elle n'arrive pas, et les États-Unis essaient de pousser dans ce sens-là. Mais voilà. Donc, il y a quand même pas mal d'interrogations derrière ce plan de relance, et je pense que peut-être qu'on aura des éclaircissements dans cette matinée. Donc, voilà, aujourd'hui, on accueille Colette Weisman, qui est trésorière de l'Ordre des experts comptables, et Frédéric Ronald, qui est vice-président de la CCMP. Voilà. Donc, je leur laisse la parole, ravi de les accueillir, ravi que tout le monde soit là, et puis bonne matinée. Je démarre, Frédéric? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va essayer de vous décrypter un petit peu ce plan de relance, comme vient de vous le dire Jacques, 100 milliards d'euros divisé en trois grandes parties, l'écologie, la compétitivité, la cohésion, grosso modo, un tiers, un tiers, un tiers. Alors, un peu compliqué de décrypter ce plan parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, comment moi je l'ai ressenti à la lecture que j'en ai faite, il y a beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. À part quelques points qui font plutôt ma partie, où je vais essayer de vous les développer, où on a vraiment des chiffres et déjà des actes qui ont déjà été mis en place, qui vont l'être. Il y a beaucoup de choses où on ne sait pas. Parce que c'est apparaître, à venir, montant indéterminé, etc., etc. C'est un petit peu compliqué. Ce qu'on peut retenir rapidement, c'est que tout ce qui est écologie, biodiversité, espace vert, ça a été beaucoup développé, avec aussi peu aujourd'hui de vraies mesures. On ne sait pas. Après, je laisserai la parole à Frédéric, peut-être parce qu'on a déjà échangé là-dessus. Beaucoup d'appels à projets, mais on ne sait pas vraiment comment ça va être verrouillé. Moi, je peux essayer plutôt de vous parler j'allais dire, de ma partie, puisque je suis quand même avant tout expert comptable, sur tout ce qui est cohésion et autres. Alors, peut-être deux mots quand même sur ce qui concerne la baisse des impôts de production. Vous avez dû tous le voir passer. Je m'attendais à une vraie baisse d'impôts. Finalement, on se rend compte qu'on a quoi? 50% de diminution de la CVAE, une diminution du taux de plafonnement de la valeur ajoutée, 3% qui passe à 2%. Et après, après je cherche. Diminution de quelques taxes foncières
pour les entreprises qui sont dans l'industrie. Je n'ai vu que ces 3 mesures-là. Alors, où j'ai mal lu, mais ça fait 3 pages, donc je pense que je vais avoir du mal à passer à côté. Ça ne va pas représenter grand-chose pour nos TPE, PME. Pour moi, ce n'est pas des baisses d'impôts de production significatives qui vont vraiment, vraiment relancer l'entreprise. Parce que quand vous regardez, vous, chef d'entreprise, le montant de la CVAE que vous payez, le plafonnement à la valeur ajoutée que vous avez, ou même le montant de la taxe foncière quand vous êtes dans l'industrie, si on vous dit on va baisser tout ça de 50%, je ne suis pas sûre que cette baisse-là soit vraiment un véritable impact de relance. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Je regrette un petit peu déjà que notre ministre TPE-PME n'ait pas été consulté, premièrement, et deuxièmement, qu'on n'ait pas de vraies mesures en matière d'investissement et autres. Voilà, moi je m'attendais, je vous donne mon sentiment en même temps que je vous le commente, je m'attendais vraiment à des mesures motivantes pour les chefs d'entreprise que nous sommes, notamment tout ce qui est, voilà, je sais pas, des suramortissements d'investissement, des aides et autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pu voir. Pour la baisse des impôts de production, je n'ai malheureusement que ça à vous dire. Pour tout ce qui est financement, je laisserai la parole plutôt à Frédéric parce que c'est plus sa partie que la mienne. Je vous donne quand même mon sentiment. Renforcer les fonds propres en demandant aux chefs d'entreprise d'ouvrir leur capital. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que nous, chefs d'entreprise, on ait envie de renforcer nos fonds propres en laissant rentrer des gens dans nos sociétés. Peu importe, que ce soit des fonds, que ce soit donner des actions, même si elles sont convertibles ou autres. Je ne suis pas sûre que ce soit notre première motivation. Après, on échangera. Peut-être que pour vous, ça peut être un moteur. Enfin, en tout cas, moi, chef d'entreprise, aujourd'hui, si j'ai besoin de fonds propres, je pense que j'irai plus vers des investissements autres que de faire entrer des gens dans mon capital. Peut-être, je vous dis 2 mots sur tout ce qui est export, parce que c'est quand même l'APEX. L'idée, c'est vraiment de soutenir toutes les PME, TPE dans leur démarche de prospection à l'export. Là aussi, je m'attendais à des mesures un peu plus, j'allais dire, un peu plus violentes et motivantes. Finalement, on va avoir un soutien aux PME, ETI, avec des chèques de participation. Bon, pourquoi pas 15 000, il va y avoir 15 000 prestations, il prévoit de subventionner. Il prévoit un chèque vie, 5 000 euros. Bon, je ne suis pas sûre, c'est toujours bien, vous me direz, mais je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment avancer les choses. Et là aussi, tous ces fonds d'études-là, on n'a pas vraiment de visibilité. Parce que quand on regarde la mesure, pareil, on voit calendrier de mise en œuvre, janvier 2021. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, quel est le montant réellement qui va être financé en dehors de ces chèques de 5 000 euros. Enfin, là aussi, c'est une page et demie. J'ai cherché, je cherche encore. Donc, exportateur, je ne pourrais pas vous en dire malheureusement beaucoup plus sur ce point aujourd'hui. Peut-être des mesures un peu plus parlantes pour quelque chose qui nous frappe de plein fouet avec cette crise sanitaire et la fermeture de nos entreprises. Après, on est tous concernés par ça. Et aujourd'hui, on le voit, la crise sanitaire avec du coup, les mesures qui sont prises dans le sud de la France avec la fermeture des restaurants, des bars et autres. Heureusement que le gouvernement a vraiment axé des aides en matière d'activité partielle. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les textes ont déjà un peu changé, puisqu'avec cette fermeture-là qui a été votée il y a quelques jours, les mesures ont un petit peu changé, puisque le gouvernement a dit qu'il prendrait en charge les salaires et les charges sociales des entreprises qui ont été amenées à fermer et qui libérerait en plus des aides pour combler tout ou partie du chiffre d'affaires qui aura été perdu. Alors, il parlait de 10 000 euros, il parlait de 15 000 euros. Les chiffres aujourd'hui ne sont pas vraiment arrêtés. Le fait de vouloir aider les entreprises
en maintenant ce chômage partiel tel qu'il était à hauteur de 84% du net, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, sachant que les employeurs, dans la plupart des entreprises, au moins de notre région, les salaires ont été maintenus, donc il n'y a pas un véritable manque à gagner pour les salariés, donc ce qui est plutôt bien pour tout ce qui est prévention de licenciement économique. En fait, toutes les aides liées à l'activité partielle, on le voit bien, l'objectif c'est ça, c'est éviter qu'on se retrouve avec trop de licenciements et trop de casse sociale. Je pourrais vous développer un petit peu après le montant de ces aides-là si vous voulez. Mais voilà, c'est important de savoir qu'il va y avoir deux types de mesures, hein, pour les activités partielles de longue durée et celles qui vont être un petit peu plus déterminées dans le temps. Mais il y aura quand même des aides puisque ces salaires seront pris tout ou partie en charge. On a vu également un petit peu de texte passer sur tout ce qui est formation, aide à l'embauche des travailleurs handicapés. Ça existait déjà, mais bon, ils l'ont quand même maintenu avec une aide financière de 4 000 € si on embauche un travailleur handicapé. Donc, pourquoi pas, hein, c'est un peu... Disons que moi, je m'attendais à des aides un peu plus importantes. On parle beaucoup de handicap aujourd'hui. C'est bien qu'il y ait déjà ces 4 000 € là, mais est-ce que c'est suffisant pour motiver les chefs d'entreprise que nous sommes? Parce que derrière ces embauches, il y a souvent beaucoup de contraintes. Pas par rapport, pas le côté humain, mais le côté espace, environnement. Même si aujourd'hui, nos locaux sont PMR, même s'il y a de nouvelles normes par rapport aux travaux qu'on fait, aux acquisitions, aux nouveaux immeubles, il y a quand même des immeubles aujourd'hui qui sont encore, malheureusement, dans Marseille, inaccessibles aux handicapés. Le plus simple, c'est la tour du Prado. Prado, auquel j'ai habité j'ai été installée pendant des années, impossible de réaliser des travaux pour permettre l'accès aux handicapés. Il y a des escaliers de tous les côtés. Donc, même si on a une aide, vous comprenez ce que je veux dire, cette aide-là, des fois, elle risque d'être un petit peu limitée, un petit peu compliquée, mais bon, il faut savoir qu'elle existe. Un effort important a été mis en place pour les jeunes, pour accompagner les jeunes à la créativité d'activité. On estime aujourd'hui que le coût de création, c'est environ 2 000 €. Alors, dans le plan, il prévoyait de prendre en charge tout ou partie de ce coût. Ça peut permettre à ces 15 000 jeunes qui vont être demandeurs d'emploi ou en phase d'insertion de franchir le pas et de se lancer. Vous me dites après si je dépasse dans le timing. N'hésitez pas, hein, à me dire, parce que je ne veux pas prendre trop le temps de parole de Frédéric. Faites un signe, Nathalie, si besoin. D'accord? Ouais, Et ok. juste, pardon, juste un petit mot, il y a quelqu'un j'ai vu qui demandait si on pouvait mettre à disposition du public les documents dont on parle. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Documente ceci, bien sûr, mais ils sont téléchargeables partout. C'est le plan, vous parlez du plan qu'on est en train Oui, oui, bien faire. sûr, c'est Vous l'avez une sur personne Internet. de l'assistance qui demande ça, oui. Oui, oui, bien entendu, mais je réponds. Si vous allez sur Internet, vous tapez plan de relance Caspex, vous avez directement la possibilité de le visualiser, mais également de le télécharger en PDF. C'est un petit peu long parce qu'il fait 400 pages, mais il est à disposition de tous, hein, il n'y a pas de difficulté. Une aide qui est peut-être bien, qu'il faut avoir en tête, c'est toutes les aides qui sont données à l'embauche d'apprentis. Aujourd'hui, ces aides-là pour les personnes supérieures à 18 ans ont été de 8 000 € et pour celles qui ont moins de 18 ans, 5 000 €. Sachant qu'un apprenti, aujourd'hui, il y a très très peu de charges sur un salaire. C'est intéressant et pour l'apprenti parce que ça va lui permettre d'obtenir un diplôme et ça nous permet à nous, chefs d'entreprise, de prendre ces demandeurs, j'allais dire, de les former, et sachant que
tout le monde joue le jeu de l'apprentissage, de les conserver derrière quand on a de bons éléments. C'est un peu la technique. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui utilisent les apprentis comme, entre guillemets, de la main-d'œuvre bon marché. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, parce que ça coûte pas cher, parce qu'ils les ont 3 jours par semaine et que ça leur permet quand même de dégrossir, quelle que soit l'activité, le travail. Hein. Dans le bâtiment, on en a énormément. Dans notre profession, expert comptable, on en a énormément. Chez les commerçants, artisans, pareil. Hein, on en a beaucoup avec tous ces apprentissages de vente, de bâtiment, même de comptabilité et autres. Bon, quand on sait qu'un apprenti, bah, ça coûte un SMIC net, voire un petit peu plus, et qu'on a 8 000 € de prime pour un majeur, ça peut être bien d'avoir en tête voilà, qu'on peut quand même et favoriser l'embauche et quelque part être récompensé de le faire avec cette prime. Idem pour les aides aux employeurs au contrat de professionnalisation avec le même montant d'aide. Je vous rappelle simplement la différence entre les deux, hein, c'est qu'il y en a un qui est complètement exonéré de charges, enfin, ou quasiment, puisque je crois qu'on doit payer maintenant un bout d'AT et de prévoyance, et l'autre qui est un peu plus soumis, mais ce n'est pas les mêmes, en général, les mêmes niveaux. Après, bon, je vais passer sur tout ce qui est l'allocation garantie jeune, qui n'intéresse pas vraiment les chefs d'entreprise, c'est une augmentation du montant. Il y a une nouvelle relance des contrats initiative emploi, les CIE, voilà, avec un taux de prise en charge de l'État de 47% du SMIC. Donc pareil, il faut avoir en tête qu'il y a une enveloppe qui a été ouverte. Ça représente environ 10 000 bénéficiaires en 2020, a priori. Donc, rien de plus à dire. Ça, c'est pas très intéressant. Oui, vous avez dû voir passer ou entendre parler du parcours emploi compétences, le PEC. En fait, ça permet à c'est des contrats aidés en fait, hein, sur des secteurs non marchands. C'est une aide qui est accordée entre 30 et 60% du SMIC, plus une aide à la formation. Ça permet en fait de faire des CDD ou des CDI et d'embaucher des gens qui vont être formés au métier de nos entreprises. Donc, ça peut être bien d'avoir cette prise en charge et de la formation et du salaire à hauteur de 60% du SMIC. Il faut avoir en tête tous ces contrats aujourd'hui aidés qui peuvent être un plus pour nos entreprises. Dans tout ce qui est poursuite d'études, voilà ce que j'avais à vous dire. Après, on avait tout ce qui était Ségur de la santé, mais je vais passer. Voilà, moi, je n'ai pas vu d'autres aides vraiment significatives. Comme je vous l'ai dit, je regrette un peu qu'on n'ait pas eu de vrais moteurs en matière notamment d'investissement. Après, bon, vous avez dû voir aussi tout ce qui est partie écologie avec les véhicules propres, hein, les aides à la reprise, au réinvestissement. Ça existait déjà. Ça a été, je crois qu'ils devaient l'arrêter, ils l'ont maintenu et finalement ils le relancent avec le plan, puisque d'ailleurs l'État a prévu de modifier l'intégralité de leurs véhicules. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, tout ce qui est gendarmerie, police et autres. Donc, ça va peut-être un petit peu relancer tout ce qui est secteur automobile. Voilà, j'ai essayé de faire le tour le plus vite possible pour ne pas monopoliser trop longtemps la parole et pour laisser le temps à Frédéric Ronald de vous parler de tout le côté financier. Frédéric, tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Je vais rebondir sur ce que dit Colette. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous donner ma vision, ou en tout cas ce que moi je ressens à l'idée de ce plan de relance. Hein. On a tous beaucoup entendu de choses là-dessus, beaucoup lu sur ce plan de relance, mais mon ressenti personnel, et puis après on abordera plutôt les sujets de financement, puisqu'il y a énormément de questions sur ces sujets-là qui sont posées, ou qui me sont posées régulièrement.
D'abord, revenir un peu sur cette espèce de changement de repère. C'est-à-dire que c'est 100 milliards le plan de relance. Aujourd'hui, on parle de milliards comme on parlait probablement il n'y a pas si longtemps que ça de millions. On a, au travers de ce Covid, un changement d'échelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on dit à un secteur d'activité, on va allouer 10 ou 15 milliards à un secteur d'activité, beaucoup se plaignent en disant c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu perdu la valeur des choses et le fait que ça représente des sommes qui sont considérables. Certaines d'ailleurs sont historiques. Prenons le cas du PGE, mettre 300 milliards de garanties sur la table, c'est absolument historique. On n'aurait jamais imaginé d'ailleurs que l'État puisse trouver autant d'argent aussi rapidement. Et d'ailleurs, c'est un reproche qui lui est fait de dire mais comment se fait-il qu'on nous a parlé d'austérité pendant toutes ces années et que tout d'un coup, les milliards déboulent comme si il en pleuvait, même si l'Europe a apporté sa contribution, notamment au niveau du plan de relance. Donc, la première réaction que j'ai, moi, c'est de dire attention, on a changé d'échelle et on est à des niveaux, à des montants qui sont quand même considérables, ce qui aura certainement des conséquences, si on le voit bien, sur la dette publique. La deuxième chose, c'est qu'on a un plan de relance qui est extrêmement couvrant. Alors, on peut le voir de deux côtés. Soit on se dit, ce plan est finalement assez universel, il va aborder des sujets qui tiennent à la compétitivité, des sujets qui tiennent à l'écologie, des sujets qui tiennent à l'emploi, et tout ça est abordé de façon extrêmement large. On peut aussi avoir une vision un peu plus négative, qui consiste à dire c'est une espèce de fourre-tout dans lequel il y a à peu près tout et n'importe quoi. On a ces deux façons d'envisager ce plan de relance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement couvrant. Et qu'il aborde beaucoup de sujets avec une espèce de parti pris de la part de l'État extrêmement osé, qui est de dire on va non seulement tenter de soutenir notre économie, mais on va la soutenir en l'amenant à se transformer. C'est-à-dire on veut faire d'une pierre deux coups, soutenir nos entreprises ou soutenir notre économie, mais en même temps l'amener sur le chemin vertueux de la transition écologique, de l'amélioration de la productivité de nos entreprises, de tout ce travail qu'on peut faire sur l'emploi. C'est un parti pris audacieux. Vouloir faire deux choses à la fois, c'est souvent assez compliqué. Et donc, ce parti pris est assez audacieux et le risque, c'est qu'il dénature un peu ce plan de relance qui est déjà destiné à soutenir le monde économique dans une période où ce monde économique est quand même soumis à très rude épreuve, une épreuve historique. Et donc, voilà, c'est un parti pris. L'autre parti pris, qui est un parti pris avec lequel la France en général n'est pas très à l'aise, c'est le parti pris de l'offre. C'est-à-dire que ce plan de relance est destiné à relancer l'offre. Alors que traditionnellement en France, on aime bien plutôt relancer la demande par des baisses d'impôts, par des avantages qui sont donnés aux consommateurs. Là, on essaie de pousser l'offre avec, là encore une fois, de très bonnes choses, puisque c'est la première fois qu'on a un plan qui est aussi massivement tourné vers les entreprises. C'est la première fois qu'on a un plan qui laisse 35 milliards à la compétitivité des entreprises. Encore une fois, c'est historique. En même temps, cette offre, il faut qu'elle rencontre une demande. Et si elle ne rencontre pas de demande, eh bien, ça va être difficile de soutenir une offre qui n'aurait pas en face de débouchés pour pouvoir écouler ce qu'elle aurait à vendre. Et donc, c'est encore une fois un pari. Alors, c'est un pari qui est assez agréable quand on est du côté de l'entreprise ou du côté de l'économie, parce qu'on se dit, pour une fois, il y a une vraie considération des acteurs de l'économie et notamment de l'entreprise, mais en même temps, il faut que cette offre, elle rencontre une demande. Et on voit bien aujourd'hui que cette demande, elle a du mal à s'exprimer, déjà parce que les consommateurs que nous sommes ont beaucoup thésaurisé pendant ces derniers mois, 85 milliards d'épargne supplémentaire qu'on essaye de réinvestir maintenant, on essaye de le ramener dans l'économie, mais c'est quand même 85 milliards qui n'ont pas été consommés. Et puis on voit bien aujourd'hui la baisse très alarmante des budgets d'investissement, puisque aujourd'hui, globalement, on pense que 40% d'investissements en moins sur 2021, les investissements des uns étant le chiffre d'affaires des autres. Donc ça c'est très inquiétant. Donc on a un parti pris qui est plutôt séduisant, qui est de redonner de la compétitivité et de travailler sur l'offre de nos entreprises. Et en même temps, on se demande quel type de demande on va rencontrer, sachant que, comme vous avez pu le constater aussi, notre balance commerciale ne s'est pas arrangée, puisque nous affichons 80 milliards de pertes dans notre balance commerciale, quand les Allemands affichent sur la même période 300 milliards.
Ce qui prouve bien que malheureusement, on ne changera pas avec ce plan de relance et on ne changera pas d'un coup de stylo les caractéristiques fondamentales de notre économie. Alors, effectivement, il y a quelques absents. Et manifestement, l'international est un absent. Alors, quand on décrypte dans le chapitre productivité, on se dit qu'il y a 200 millions à peu près qui seraient réservés à soi-disant l'international. Donc, l'international, ça n'a pas été le sujet. Alors, évidemment, on voit maintenant que Business France, que Team France, que la BPI essaye de bouger, mais comme le disait fort bien Colette, ce ne sont pas des choses très significatives et en tout cas, ce ne sont pas des choses qui vont permettre de relancer de façon forte l'envie de nos entreprises d'exporter ou la possibilité d'aller conquérir de nouveaux marchés. Alors, probablement que l'État fait encore une fois prend parti pour dire mais si on améliore la compétitivité de nos entreprises, si on réduit la charge fiscale qui pèse sur elles, entre autres, mais si on améliore cette compétitivité, alors eh bien, on va favoriser l'exportation puisque des entreprises plus compétitives seront des entreprises qui seront plus facilement capables de trouver des clients et des marchés à l'étranger. Là, encore une fois, c'est un parti pris, il est assez osé. On verra si l'État aurait eu raison de ce parti pris, mais je suis un peu sceptique. Voilà pour ce plan de relance. Alors, ce plan de relance, il a une énorme inconnue. Vous savez, c'est comme en matière légale, en matière législative. Vous avez une loi et vous avez des décrets d'application. Et vous pouvez avoir une très bonne loi avec de très mauvais décrets d'application. Et cette très bonne loi deviendra de fait une très mauvaise loi ou une loi qui ne sera pas appliquée. Une des problématiques que l'on a avec ce plan de relance aujourd'hui, c'est que finalement, on n'a pas les décrets d'application. On ne sait pas très concrètement comment ce plan va se décliner sur le plan opérationnel. Ce qu'on sait, c'est que c'est un plan qui est un plan autour de projets. C'est-à-dire que pour mobiliser ces fameux 100 milliards, il faudra présenter à l'État des projets et ce sont ces projets qui seront financés. Et la question qui va très vite se poser, c'est comment est-ce que des PME, des TPE de nos territoires vont être capables de monter des projets susceptibles d'être éligibles. Et là, on a probablement à inventer des formes de collaboration, de coopération entre nos entreprises pour que ces entreprises puissent se fédérer autour de projets qui seraient éligibles au plan de relance et qui leur permettraient de récupérer une partie de cet argent. Mais la problématique de comment on va pouvoir accéder à ces fameux 100 milliards est une problématique très forte. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. Et en tout cas, nos PME n'ont pas vraiment de réponse sur ce sujet-là. Et la déclinaison opérationnelle sera essentielle. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un souci de l'État. On a vu les déclarations du Premier ministre, on a vu les déclarations du ministre de l'économie qui disent qu'il faut aller très vite. On veut que dès 2021, une quarantaine de milliards soient accordés. On veut que ce soit piloté au niveau des régions. Alors, est-ce que ce sera piloté par les conseils régionaux? Est-ce que ce sera piloté par un préfet ou un sous-préfet qui sera dédié? On ne sait pas trop finalement. Alors, on a ces incantations qui nous disent il faut que ça aille vite, il faut mettre de l'argent très vite dans l'économie. Et ça, c'est une volonté louable. Effectivement, il faut aller vite. Mais en même temps, on ne sait pas trop comment le faire. Et aujourd'hui, je serais bien en peine de vous dire comment vous allez pouvoir ou comment nous allons pouvoir essayer de capter une partie de cet argent. Ça reste très flou. Et ce flou, il couvre absolument tous les secteurs, y compris d'ailleurs le sujet de la finance. On a, sur le financement, l'État a fait le job. Le PGE a fait le job. L'État a fait le job, les banques ont fait le job. Je rappelle des points qui sont souvent méconnus ou oubliés, pas méconnus mais oubliés, et qui vont influencer considérablement la suite des choses. L'État, dans le PGE, l'État est venu garantir les banques. Ce sont les banques aujourd'hui qui sont créanciers des entreprises. Ce sont les banques qui portent le PGE. Le crédit, le PGE que vous avez obtenu, il a été mis en place par votre banque. L'État ne vient que garantir la banque si l'entreprise qui a reçu le prêt venait à être défaillante. Et d'ailleurs, je constate un très grand optimisme de l'État, puisque l'État a communiqué il y a quelques jours en disant que son estimation pour le budget 2021, c'est qu'il n'y aurait qu'1% de défaut sur le PGE. Alors 1% de défaut,
c'est beaucoup pour une banque. Les banques aujourd'hui, on est plutôt à 0,2, 0,3, 0,4% de défaut. Mais 1%, ce n'est pas du tout le tsunami qu'on nous annonce. Là, encore une fois, optimisme, effet de communication. En tout état de cause, l'État dit, si j'ai 1% de défaillance, je provisionne dans mon budget 2021 1% de défaillance. J'espère, j'aimerais vraiment que l'État ait raison dans ses estimations. Si effectivement on a 1% de défaut sur le PGE, alors je pense que ce sera vraiment une très bonne surprise pour notre économie. Donc, le PGE aujourd'hui est porté par les banques et la question va se poser de savoir comment on va sortir de ce PGE puisque ce sont les banques qui le portent et pas l'État. À côté de ça, dans le plan de relance, il y a 3 milliards qui sont consacrés à la partie du financement des entreprises et qui font partie du bloc sur la compétitivité. Alors, ces 3 milliards, on ne sait pas trop à quoi ils vont être utilisés. On dit aujourd'hui, globalement, il y a 2 milliards qui seront utilisés pour l'après-PGE. Alors, l'après-PGE, aujourd'hui, le Trésor public réfléchit à une espèce de prêt participatif. Le prêt participatif, c'est un vieux prêt qui a été remis au goût du jour. Ces 2 milliards seraient affectés à venir garantir des prêts participatifs dont on ne connaît pas concrètement aujourd'hui quelle serait la nature. Ce seraient des prêts plutôt à long terme. Ce seraient des prêts qui se rembourseraient probablement in fine, mais on n'en sait rien. Et ce seraient des prêts qui seraient accordés à des entreprises qui répondraient à des critères qui seraient de toute façon beaucoup plus sélectifs que le critère du PGE, puisque le PGE a été donné à peu près à tout le monde. Je rappelle que le PGE, 120 milliards distribués à aujourd'hui, un peu moins de 600 000 entreprises en France bénéficiaires et 2,5% de refus, c'est-à-dire que 97,5% d'acceptation. Autant dire que le PGE, on l'a donné absolument à tout le monde. Dans la sortie du PGE, dans ce nouveau prêt participatif, ce qu'on nous dit, c'est qu'il serait beaucoup plus sélectif, qu'on compte aussi sur les banques pour faire le job, puisque l'État dit en gros, ces 2 milliards de garanties devront permettre aux banques d'accorder entre 10 et 20 milliards de prêts. Ça fait un levier qui est très fort, 1 pour 10. Je ne suis pas sûr que les banques rentrent dans un levier aussi fort. On ne sait pas trop quelles seraient les caractéristiques de ce prêt participatif, ni la durée, ni les conditions de remboursement, et on ne sait pas trop à qui on va l'accorder. Mais on imagine que, en tout cas, l'État dit on a réservé 2 milliards pour ça, et puis 1 milliard dont on ne sait pas trop à quoi il serait destiné. À côté de ça, vous avez un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Alors, des initiatives qui concernent des fonds, alors des fonds thématiques, vous avez le fonds aéro, le fonds automobile, etc., qui, eux, sont dédiés à soutenir une filière. Là, encore une fois, à qui vont être accordés ces fonds, qui va ouvrir son capital, qui va accepter de faire rentrer à son capital ces fonds dans des conditions, vous l'imaginez, de valorisation qui sont très mauvaises. Quand vous êtes en difficulté, la valeur de votre entreprise, elle a tendance à être plutôt faible. Donc aujourd'hui, un certain nombre de chefs d'entreprise qui disent c'est probablement le plus mauvais moment pour ouvrir mon capital, puisque c'est le moment où je suis en difficulté. Et comme je suis en difficulté, la valorisation de mon entreprise a fortement chuté. Donc, ce n'est certainement pas maintenant qu'il faut que j'ouvre mon capital. Et pourtant, on évoque cette ouverture de capital comme étant une des solutions. Encore une fois, la mise en œuvre risque d'être un peu plus compliquée. Et encore une fois, quelles sont les entreprises qui seront concernées? Probablement pas les plus petites, pour des raisons évidentes de logistique de ces outils. Alors après, vous avez des initiatives qui émergent en quasi-fonds propres. Alors ça, les quasi-fonds propres sont un mot qui est redevenu très à la mode. Alors les quasi-fonds propres, ce n'est pas du prêt, ce n'est pas du capital, c'est un espèce de truc hybride. Alors vous avez les quasi-fonds propres les plus connus, c'est les quasi-fonds propres obligataires, c'est-à-dire que je fais un prêt à une entreprise, ce prêt, elle le rembourse à échéance, je lui prête de l'argent pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, elle me rembourse. Pendant 10 ans, elle ne me rembourse rien, sauf qu'elle me paye des intérêts souvent assez élevés, en tout cas beaucoup plus élevés que ceux que facturerait une banque. Ces prêts obligataires peuvent être convertibles ou non. Soit il y a une sortie qui est un remboursement et on a un prêt obligataire qui ressemble beaucoup à un crédit. Soit on a un prêt obligataire dont la sortie peut être une sortie en capital. Tu ne me rembourses pas, mais par contre, je prends une partie de ton capital. On sait qu'il y a des initiatives. France Invest, qui regroupe l'ensemble, les 300 professionnels de l'investissement en France, annonce un plan de 6 milliards
une enveloppe de 6 milliards d'euros, ce qui aussi est considérable pour déployer ce type de dispositif. Encore une fois, c'est une démarche qui est tout à fait louable et c'est une excellente chose que de mettre autant d'argent sur ce type de dispositifs, qui sont des dispositifs qui sont intéressants. Mais encore une fois, quelles sont les entreprises qui seront concernées? Quelles seront les conditions de déploiement de ces dispositifs? On n'en sait rien. Et on est dans une situation finalement assez particulière. On a énormément d'argent sur la table. Énormément. On n'a jamais eu autant d'argent sur la table. Il n'y a jamais eu autant Et on ne sait finalement pas trop à qui ce sera destiné. La seule certitude, c'est le PGE. Puisque lui, il a été distribué, il va continuer à être distribué jusqu'au 31 décembre. Alors évidemment, ça ira moins vite que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais pour l'instant, tout le reste est assez flou, même s'il y a des moyens considérables qui peuvent être engagés, mais on ne sait pas vraiment comment. Voilà, voilà ma vision de ce plan de relance. Un effort historique, très couvrant, beaucoup de sujets abordés, mais avec un vrai souci opérationnel. Comment est-ce que maintenant on accède à cet argent? Parce que c'est bien d'avoir 100 milliards, mais si on ne peut pas y accéder, ça reste un effet d'annonce. Et là, la question reste entière. Voilà, je vais arrêter là sur les considérations générales. Après, on peut rentrer dans des choses beaucoup plus précises, si vous le souhaitez, sur les différents sujets du plan de relance. Mais voilà, ma vision très synthétique, je dirais très rapide de ce que ça évoque pour moi. Frédéric, je voudrais rebondir sur deux points qui me semblent importants. Bon, déjà, je vois qu'on a la même vision du plan, ce qui quelque part me rassure, parce que pendant un moment, je me suis demandé si j'avais bien lu et tout lu. C'est aujourd'hui le fait qu'on n'ait pas de décret et le danger d'avoir les décrets après coup. Et je vais vous donner un petit exemple qu'on a tous vécu. C'était pendant la crise sanitaire. On a eu un effet d'annonce sur les aides, sur notamment le fonds de solidarité, hein, le FSE, qui au départ était ouvert à tout le monde. On a eu un décret qui disait non, mais attendez, les gérants, non. Après, on a dit ils se cumulent avec l'aide de l'URSSAF. Le lendemain, on a eu ah ben non, attention, ils ne se cumulent pas. On a eu le prêt, le PGE, qu'on pouvait peut-être cumuler avec le rebond. Mais on a dit attention, on ne cumule pas. Donc, il y a eu tout et son contraire en même temps. Et moi, ce qui me fait un peu peur, et je vais complètement dans ton sens, c'est qu'on se retrouve avec des décrets d'application qui, j'en ai peur, enfin, je croise les doigts vraiment, qu'on n'ait pas ce type d'incohérence qu'on a pu connaître pendant la crise sanitaire, le cœur de la crise. Alors, c'est vrai qu'on était dans une crise sanitaire qui était sans précédent, que l'État, je trouve, a très, très bien réagi, et toutes ces aides et autres ont été vraiment... j'allais dire du beurre dans les épinards de nos entreprises. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est sur le PGE. Tu dis toutes les entreprises qui ont demandé un PGE l'ont obtenu. Je dirais même celles qui ne devraient pas l'avoir demandé l'ont demandé et obtenu. On le voit, hein, on le voit nous dans nos clients, où certains. Alors, c'est pas du tout une attaque contre les banquiers qui ont été vraiment au top et qui ont très bien joué le jeu, hein. Mais certains banquiers ont poussé certaines entreprises à prendre des PGE, à mon sens, pour rien. Voilà, ça c'est un premier avis. Bien sûr, ils vont être remboursés. Cela, il n'y aura pas de difficulté. La deuxième problématique que je vois dans ce PGE, c'est qu'il n'y a pas eu une véritable définition dès le départ de l'utilisation du PGE. Moi, j'ai peur que certaines entreprises ne jouent pas vraiment le jeu et utilisent le PGE à des fins qui ne sont pas initialement destinées à maintenir l'emploi, à payer les charges, à couvrir les charges fixes qui permettent à l'entreprise de perdurer, d'aller dans la continuité, de sauvegarder l'emploi. C'était juste une petite remarque. La dernière remarque, c'est sur les quasi-fonds propres. C'est vrai qu'on a 6 milliards d'euros qui vont être... parce que j'ai assisté à une réunion de France Invest, justement, qui parlait de ça. Et on se demandait combien d'entreprises de notre région seraient concernées par cette mesure. Aujourd'hui, on a quand même des TPE, des PME, mais ça dépend quelle définition on prend de la TPE-PME. Est-ce qu'on prend la définition au sens propre du terme, c'est-à-dire une TPE moins de 10, ou est-ce qu'on prend une définition de TPE Europe? Là, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on ait les mêmes notions de TPE. Voilà, c'était juste une petite remarque pour rebondir sur ce que disait Frédéric Renel.
Alors, est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas. Jacques? Micro. Micro. Ah voilà, ça y est, merci. Ah. Oui. Bon, merci pour vos éclaircissements. Oui, moi j'ai une question quand même avec une remarque avant. Ça concerne les fonds propres, crédits fonds propres. C'est un métier que je connais très bien, parce que c'était mon métier. Et en fait, sur la partie, je sens au niveau des deux intervenants, il y a une petite crainte sur cette approche fonds propres, crédits fonds propres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon, normalement, en plus, ce ne sont pas des fonds de retournement dont on parle, ce sont des fonds qui vont aider l'entreprise à se développer, et peut-être dans un moment difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que généralement, les fonds, ils sont destinés à entrer et à sortir. Ils ne vont pas rester. Ils vont pas. Et la conversion des quasi-fonds propres dont on parlait tout à l'heure en capital, quand il y a un engagement de non-conversion, c'est dans des cas sanctions qu'il s'est converti, mais en plus, c'est très rare. Voilà. Parce que les fonds, ils n'aiment pas convertir, forcer, se retrouver propriétaires d'actions alors qu'ils doivent sortir et rendre l'argent qui leur a été donné. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui motive ce point de vue. Après, effectivement, ça ne va pas toucher beaucoup d'entreprises dans la région, peut-être 200 hein, quand même, mais c'est pas. Voilà. Je voulais savoir ce qui motive votre point de vue sur cette approche fonds propres, quasi fonds propres, et même seulement fonds propres, hein, à partir du moment où vous dites ouvrir son capital, c'est pas bien. C'est l'ascenseur. Quand vous voulez monter en haut d'un immeuble, si vous prenez l'escalier, vous arrivez lentement. Si vous avez un ascenseur, vous arrivez plus vite. Les fonds propres qui rentrent en plus, c'est ce qui vous permet de vous développer. Et moi, faites le tour dans toute la région, il y a beaucoup d'entreprises dont on parle qui ont des fonds de capital, énormément. Et celles dont on parle le plus, très souvent, sont des entreprises qui sont appuyées par des fonds. Voilà. C'est tout. Moi, je veux avoir votre avis là-dessus parce que ça m'intéresse quand même. Ton micro, Frédéric. C'est pas moi qui ai la main sur mon micro, donc je peux pas l'actionner. Pardon. Alors, probablement que dans mon discours, les choses n'étaient pas claires. Il n'y a aucune peur de ma part là-dessus. Aucune, absolument aucune peur. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur de tous ces milliards qu'on nous promet. Au contraire, tant mieux. Plus il y en a et plus il y a de fous, plus on rit. Je n'ai aucune inquiétude. Ce que je dis simplement, c'est que on passe d'un système à un autre. Et je dis simplement, l'État a mis en place un système qui était le système du PGE. Le système du PGE, c'est un système très grand public, extrêmement grand public. On part de l'auto-entrepreneur et on va jusqu'à la très grande entreprise, puisque certaines très grandes entreprises, y compris de cette région d'ailleurs, de ce territoire, ont demandé un PGE. Donc on est sur un système extrêmement large, extrêmement couvrant, et on est sur un système de prêt avec franchise. Voilà, c'est du classique, c'est du basique. On irrigue l'économie. Quand on regarde l'utilisation du PGE, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on a eu deux utilisations très marquées. Des gens qui l'ont pris le PGE sans en avoir réellement besoin, mais qui l'ont pris en se disant « un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras ». Souvent d'ailleurs, et Colette a raison, parce que les banquiers les ont encouragés à le faire en disant « écoutez, prenez-le, on ne sait jamais ». Et quelque part, c'était une façon pour le banquier aussi de se protéger d'un risque futur de dégradation, sachant qu'on était dans un environnement très incertain. Ces gens-là, pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils n'ont pas consommé leur PGE. Le PGE, il est sur leur compte aujourd'hui. Et puis, c'est à peu près la moitié, allez, on va dire entre 30 et 40%. Et le reste, c'est des gens qui ont utilisé un PGE parce qu'il y avait une question de survie. Et pour ces gens-là, ce sont souvent d'ailleurs les plus petits. C'est-à-dire qu'on voit que plus de 90% du PGE a été accordé à des TPE au sens PGE. Et les TPE au sens du PGE, c'est moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le problème derrière, c'est les dispositifs qu'on va mettre en place. Et tous ces dispositifs post-PGE sont des dispositifs qui ne sont pas du tout de même nature. Rentrez au capital d'une entreprise, vous ne rentrez pas au capital d'un auto-entrepreneur. On ne rentre pas au capital d'une minuscule entreprise qui fait 300 000 à 400 000 euros de chiffre d'affaires et qui emploie 3 personnes. Donc, on va avoir des dispositifs aujourd'hui
qui sont des dispositifs beaucoup plus compliqués, qui sont des dispositifs qui interpellent le chef d'entreprise sur d'autres sujets, sur le sujet de son capital et pas sur le sujet de sa trésorerie. Ce sont des dispositifs qui seront, quoi qu'on en dise, élitistes. Les fonds ne rentreront pas à n'importe quel prix dans n'importe quelle entreprise. Ce sont des fonds qui vont rentrer dans des conditions qu'on ignore aujourd'hui, mais il est certain que la valorisation des entreprises maintenant n'est plus la même que la valorisation des entreprises il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, c'est le fait de passer d'un dispositif qui est un dispositif où on arrose massivement l'économie, et notamment les plus petites entreprises, à un dispositif qui est un dispositif élitiste. Moi, je n'ai pas peur de ça, mais le risque, c'est que ce dispositif permette d'accompagner des entreprises qui sont déjà d'une certaine taille et qui ont une certaine maturité. C'est un dispositif qui va être indispensable dans des secteurs comme l'aéronautique pour favoriser probablement une concentration intelligente. Et on voit déjà qu'un certain nombre de sujets émergent en disant qu'il faut que ces fonds viennent aider des entreprises à se regrouper, à se rejoindre, notamment les grosses ETI qui sont les sous-traitants de rang élevé. Donc, on va certainement avoir des entreprises, et l'État a même fait le pari que si ces fonds sont bien utilisés, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups, aider les entreprises à passer cette période la plus difficile, mais en même temps essayer de les amener à ce statut d'ETI, faire de nos PME des ETI, qui est un des grands sujets de l'économie française. Donc, c'est très bien que ces fonds soient là. Et moi, quand je discute avec Dominique Gaillard des 6 milliards de quasi-fonds propres, je trouve que c'est remarquable parce que c'est la première fois qu'on aura autant d'argent pour amener du quasi-fonds propre dans des entreprises, et on a besoin, dans nos entreprises, de mixité dans les sources de financement. On a besoin du bancaire, on a besoin du capital, et on a besoin aussi de quasi-fonds propres. Et des quasi-fonds propres bien utilisés est une façon très intelligente de financer l'entreprise. Mais encore une fois, on va s'adresser aux grosses PME, aux ETI, et ça laisse dans l'inconnu toute cette masse d'entreprises qui ont demandé le PGE et dont on ne sait pas dans quelles conditions elles pourront le rembourser. C'est en cela que il n'y a pas de peur de mon côté, il y a simplement le fait de dire on passe d'un dispositif à un autre, et ces deux dispositifs sont extrêmement différents, sont de nature différente, ont des implications pour l'entreprise très différentes, et de toute façon ne sont pas couvrants du tout de la même façon. Et donc, voilà, passer de l'un à l'autre, en gros, on a deux dispositifs qui cohabitent, mais en aucun cas, la sortie du PGE se fera comme ça. Alors, on a une question d'Olivier Pauillac. Olivier, je te laisse la parole. Oui, merci Anna. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. J'ai été formé, Frédéric, par les 1% dont tu parlais de défaillance des entreprises. Enfin, la référence, c'est quand même les prêts aux entreprises par les banques dans le cadre d'investissement, donc de projets de développement. Là, on parle de 300 milliards, c'est ça, mis dans l'économie, mais pour combler des pertes. Comme tu le disais, bon, effectivement, peut-être que la moitié des entreprises ont mis de côté le PGE, donc ce n'est pas de l'argent qui a aujourd'hui disparu, mais une bonne partie, c'est de l'argent qui a disparu, qui a simplement comblé des pertes réalisées depuis 6 mois. Ce n'est pas de l'investissement. Comment ça va se passer s'il n'y a pas 1%, mais 10% de défaillance, ou 20%, ou plus? Là, on ne va pas parler de 1 milliard ou 2 milliards, on va parler de 10, 30 milliards. C'est tout. Alors, moi, j'ai été surpris comme toi. J'ai été surpris comme toi. En fait, si tu veux, on a en matière économique exactement ce qu'on a en matière sanitaire. Sanitaire, vous avez vu cette guerre des chiffres qui nous sert, qui nous dessert. Alors, on se sert de certains chiffres pour fermer nos cafés et nos restaurants. Voilà, c'est cette guerre. Dans le monde économique, on est à peu près la même chose. C'est-à-dire que en début de crise, pendant la période du confinement, un certain nombre de grands instituts, je me souviens notamment de Rexecode, par exemple, qui sont des gens plutôt sérieux, disaient on va avoir en France entre 12 et 15% de taux de défaillance. C'est-à-dire 12 à 15% de nos entreprises seraient conduites à disparaître. Le chiffre au niveau mondial, au niveau planétaire, était plutôt de l'ordre de 20 à 25%, avec des pics très élevés dans des pays comme l'Angleterre, mais aussi et surtout les États-Unis. Et donc, en France, on se disait qu'à 12-15% de défaillance, on était finalement plutôt bien traité. Et Rexecode, d'ailleurs, disait que si on avait
un taux de défaillance attendu qui était finalement plus faible que la moyenne européenne, c'est parce que nos deux dispositifs piliers, qui étaient le PGE et le chômage partiel, avaient joué pleinement leurs effets. Et qu'on avait, en France, mis en place des dispositifs qui étaient extrêmement couvrants. On découvre dans le projet de loi de finances 2021 que c'est 3 milliards qui ont été réservés au PGE, c'est-à-dire 1%. Alors 1%, si on se réfère à des normes bancaires, c'est beaucoup. Hein. Les banques n'ont pas 1% de taux de défaillance. C'est un taux de défaillance de 1% pour une banque, c'est beaucoup. Donc ça reste un chiffre, si on se réfère à la norme bancaire, qui est élevée. Et donc c'est une défaillance qui est au moins du double, voire du triple par rapport à ce qu'on observe dans les banques, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que si on met en rapport ce pourcent de défaillance avec l'estimation de défaillance des grands instituts qui disent on serait plutôt à une 10, 12, 15% de taux de défaillance, on se dit qu'il y a un gap qui est difficile à comprendre. Après, on a des contraintes budgétaires. Provisionner 1% du PGE, c'est prévoir dans le budget 2021 3 milliards d'engagement pour l'État. 10%, c'est 30 milliards. Ce n'est pas du tout le même impact budgétaire. Et donc, qu'est-ce qui est de la réalité d'une étude bien menée, et je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que pour le coup, moi je suis vraiment, je peux vous dire qu'aujourd'hui dans les banques, on est dans le flou le plus total sur la sortie du PGE. On n'a aucune idée du taux de défaillance attendu. Ce qu'ont fait les banques jusqu'à présent, c'est qu'elles ont massivement provisionné. La Société Générale a provisionné plus d'1 milliard d'euros. Toutes les banques ont massivement provisionné depuis le début de l'année, en se disant on se prépare à ces 10, 12, 15% de défaillance, qui serait historique. Hein. Le taux de défaillance en 2008 était largement en dessous de 10%. On a eu en 2008 entre 5 et 7% de taux de défaillance. Donc on aurait le double. Donc les banques ont massivement provisionné, elles ont même dégradé leurs résultats. Certaines banques ont affiché des pertes sur leur semestriel au 30 juin parce qu'elles avaient massivement provisionné ce risque-là. À côté de ça, on a un État qui nous dit « mais non, on aura 1%. » Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'exercice, il est extrêmement hasardeux. Voilà. Et j'espère vraiment que l'État aura raison. Et les 85 milliards dont tu parlais, des non consommés par les Français, ils sont dans les comptes des banques, dans tous les cas. En tout cas, ils sont sur le compte des particuliers. Et donc, pour le coup, ils sont dans les comptes des banques, mais ils sont surtout sur le compte des particuliers, bien sûr, évidemment, absolument. Merci. Nous avons une question de Bruno Boulnois sur effectivement l'axe vert et écologique de ce plan de relance. Bruno, tu nous entends? Tu as la parole a priori. Oui, merci Anna. J'espère que vous m'entendez. J'avais des problèmes de micro. Ça marche? Oui, très bien. Oui, bonjour, ça marche, à tous. Ouais. Bonjour à tous. Merci de rejoindre cette belle équipe et ce beau sujet. Ma question est double et très concrète. 30% du plan de relance est orienté environnement, écologie. C'est d'ailleurs une exigence européenne, on le sait tous probablement. Ma première question, c'est concrètement pour vous, ce que vous avez pu explorer déjà, ça recouvre quoi? Qu'est-ce que l'on peut faire très concrètement avec cette partie-là du plan? Deuxième question, encore plus précise et dans la même rubrique, environnement. J'accompagne des entreprises qui souhaitent établir leur empreinte carbone, la calculer, en déduire des plans d'action pour la réduire, ce qui est évidemment tout à fait d'actualité. Avez-vous des conseils à donner, des sites ou des gens experts en la matière avec qui je pourrais travailler pour ces entreprises-là? Merci. Colette, tu veux réagir ou... Je peux simplement réagir peut-être à la première partie de la question sur toutes les mesures. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais tout ce qui est rénovation énergétique, ça va être tout ce qui est bâtiment public, bâtiment privé, tout ce qui est autour du thermique et autres. Ça, c'est déjà dans un premier temps. On avait ensuite tout ce qui était économie circulaire, où on veut favoriser toujours pareil, protégeant notre planète.
Donc, essayer d'éviter d'avoir tout ce qui est consommation unique du plastique. Donc, pour répondre, si c'est bien la question de monsieur. Et ensuite, on avait tout le volet sur les infrastructures et tout ce qui était mobilité verte. Après, donner un conseil sur des entreprises ou des contacts, personnellement, j'en suis complètement incapable. Peut-être Frédéric. Alors moi, je n'ai pas de contact particulier sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est que sur le sujet écologique, alors, pour le coup, je trouve que le plan de relance, il est plutôt bien foutu, dans le sens où il va avoir un impact en fait sur des secteurs qui sont des secteurs clés pour l'industrie française et qui sont des secteurs sur lesquels on n'aura pas de risque d'évasion, je dirais, d'activité à l'étranger. Je m'explique. On a deux grands sujets qui sont. Le premier sujet, c'est le sujet de la mobilité et de la transformation du parc automobile français, mais pas que du parc automobile, hein, aussi, il y a des sujets sur le ferroviaire, etc. Là, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est un des axes de la relance du secteur automobile et de l'industrie automobile. Tout à fait. Et donc, effectivement, tant qu'à soutenir l'industrie automobile à la fois sur le plan de l'offre avec un plan de relance et de soutien de l'automobile qui devrait accompagner nos champions, mais aussi une partie de leur réseau de sous-traitants. On a un plan qui va pousser sur la demande en favorisant un certain nombre d'avantages pour la transformation du parc automobile français pour aller vers de l'hybridation, puisqu'on voit aujourd'hui que ce sont les hybrides qui prennent le relais, jusqu'à probablement de l'électrique pure. Tout ça s'intégrant dans l'avènement, dans la mise en place dès 2021 des ZFE, avec notamment Paris et les métropoles les plus en pointe sur le sujet, mais avec des ZFE qui vont se mettre en place entre 2021 et 2024, ZFE, zone de faible émission, c'est-à-dire ces lieux essentiellement en zone urbaine où on ne pourra plus accéder si on n'a pas un véhicule qui est critère 0, 1, même s'il y a une dérogation au critère 2 aujourd'hui, mais en tout cas 0 et 1, c'est-à-dire soit du véhicule électrique, soit du véhicule à gaz. Pardon, oui. Frédéric, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sachant que, comme je le disais en préambule, l'État sera le premier prescripteur dans le domaine de l'automobile, dans la mesure où il a prévu d'équiper tout gendarmerie, police et autres en véhicules propres. Donc, il sera déjà acteur de la relance dans ce secteur-là. Il sera également acteur dans tout ce qui est relance de la rénovation énergétique dans tous les bâtiments publics. Absolument. Donc on a cette idem sur le bâtiment. Hein. Là, il y a un formidable gisement d'activités, d'emplois pour les entreprises et les industriels du bâtiment. Alors, ceux qui, évidemment, sont les entreprises du bâtiment qui vont être amenés à poser ces travaux, mais aussi tous ceux qui vont fabriquer les composants, les isolants, tout ce qui va être nécessaire. Donc là, il y a un gisement d'activité et d'emploi qui est important sur un secteur qui reste quand même une des grandes spécialités de l'industrie française, dont on peut penser qu'on va faire d'une pierre deux coups, réduire les passoires thermiques de nos bâtiments et donc améliorer notre empreinte environnementale et en même temps relancer par le bâtiment. Hein. Quand le bâtiment va, tout va, ben là, pour le coup, ça va être un sacré coup de boost pour le bâtiment. Et ce sont des mesures qui, je trouve, pour le coup, sur le plan écologique, sont assez concrètes, qui devraient avoir des effets assez rapidement. Et on voit déjà cette transformation qui s'accélère du parc automobile. Alors, ça reste timide, hein, c'est moins de 10% aujourd'hui du parc automobile qui n'est pas gasoil, qui n'est pas essence, qui n'est pas pétrole, mais on voit qu'il y a une volonté qui est assez intelligente de coupler cette transition environnementale avec des leviers, je dirais, économiques qui sont des leviers sur lesquels je pense qu'en France, on saura actionner. Alors après, l'idée aussi, c'est de prendre de l'avance. Encore une fois, toujours ce que je disais en préambule, hein, cette espèce de plan qui veut finalement tout faire à la fois. Relancer, restaurer, préparer, anticiper, etc. Sur la filière hydrogène, c'est une filière qui est en train de se constituer. Les Allemands eux-mêmes ont mis beaucoup d'argent sur cette filière. Cette filière hydrogène, on a un savoir-faire en matière d'hydrogène industriel
On n'a pas encore un savoir-faire en matière d'hydrogène mobilité, mais on est en train d'y venir. Hein. Les premiers trains hydrogène, Alstom sera probablement capable de livrer des trains hydrogène assez rapidement. On a des entreprises françaises avec des partenariats, Michelin, Faurecia, pour le projet Symbio, par exemple, sur les piles à combustible, qui font de la France un pays qui déjà est très engagé et qui, à mon avis, sur le plan technique, technologique, a une carte à jouer. Et là, pour le coup aussi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a raté le virage des batteries. La Chine a pris la totalité du marché dans une dépendance qui est aujourd'hui à l'égard de la Chine qui est pire que celle qu'on a eue pendant les années 70 à l'égard de l'OPEP ou des pays pétroliers. On a raté le virage de la batterie en Europe, clairement. Et l'Europe fait le pari qu'elle ne ratera pas le virage de l'hydrogène. Et la France colle à ses partenaires allemands. La question va être de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser les 7,5 milliards, c'est toujours pareil, hein, destinés au projet hydrogène, et comment est-ce que les entreprises françaises vont pouvoir se mettre en ordre de marche pour aller chercher cet argent-là. Il y a 7,5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Il faut se rappeler que le plan de Nicolas Hulot, c'était 100 millions. Hein, maintenant, on est à 7,5 milliards. Il y a eu une vraie inflation dans les sommes. Comment est-ce que les entreprises vont pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un secteur en devenir. Mais voilà, moi je trouve que sur le plan écologique, finalement, c'est sur cette partie-là, je trouve qu'il y a la chose est la mieux fagotée entre relancer tout en relançant intelligemment. Alors, pardon, ce que vous voulez dire, Frédéric, en fait, c'est que finalement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a un plan pour la transition, on en parlait. Ce que vous voulez dire, et Colette peut-être aussi, c'est que finalement, ce plan va vraiment servir dans le cadre de transition, c'est-à-dire le passage à une autre forme de notre économie. Ça, c'est primordial, c'est important. Votre avis? Et l'enjeu sur l'hydrogène est un enjeu majeur. Hein. L'hydrogène, c'est très belle, c'est une énergie vraiment qui, alors elle a des avantages et des inconvénients comme tu disais, mais que ce soit sur le plan industriel ou que ce soit sur le plan de la mobilité, il y a un vrai enjeu. Et si pour une fois l'Europe pouvait être leader et pas à la remorque, ce serait plutôt pas mal. Si on arrive à mener le projet ITER, qui est un projet mondial, mais dont on a la chance qu'il soit dans notre pays. Voilà, on a probablement là pour le coup une jolie carte à jouer. La question maintenant, c'est d'engager quelques grandes entreprises. Je parlais de Michelin et de Faurecia qui sont quand même des grandes entreprises, mais essayer d'engager aussi la strate du dessous et que certaines de nos ETI, par exemple, trouvent dans ce sujet des nouvelles énergies et notamment de l'hydrogène un relais de croissance. Voilà, ça va être comment dire, il y aura l'argent pour le faire, ça va être la façon dont on va pouvoir accompagner un certain nombre de nos ETI à accéder à cette technologie et à développer une activité dans cette technologie-là. On ne prendra pas le leadership sur ce sujet si on n'embarque pas autre chose que nos grandes entreprises. Alors j'ai une question de Nathalie qui nous a envoyé un petit mot. Elle dit que pour les petites et moyennes entreprises, elles ne sont pas forcément structurées pour aller chercher des financements, du plan de soutien, donc peut-être pas forcément, elles ont les affaires comptables, etc. Évidemment. Elle dit, est-ce que finalement, il ne serait pas utile de créer un pool de compétences pour aider les entreprises, alors c'est sa remarque, hein, pour aider les entreprises à aller capter ces financements, c'est-à-dire un pool de compétences avec des banquiers, des experts comptables, des consultants, etc. Voilà sa remarque. Est-ce que vous voulez… Ce pool de compétences, il existe de fait. Aujourd'hui, la plupart, je pense qu'on a là même si ce sont des TPE, PME, la plupart d'entre elles ont des experts comptables et naturellement, l'expert comptable va s'adosser les services d'une banque quand elle aura détecté que l'entreprise peut bénéficier de tel ou tel financement. Que ce soit un financement, comme disait tout à l'heure Frédéric, du participatif, même du financement de fonctionnement ou du financement d'investissement ou autre. Il existe de fait. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller créer un pôle supplémentaire avec une équipe qui, quelque part, existe déjà?
Le banquier ne va pas travailler tout seul de son côté, l'expert comptable ne va pas travailler tout seul de son côté. Et puis, vous avez, je vous parle aujourd'hui de la chambre de commerce. Hein. Les chambres de commerce sont aussi des structures, des institutions qui sont destinées à ça. Le rôle d'une chambre de commerce, c'est bien d'accompagner ses adhérents, entre guillemets, qui sont les entreprises. Hein. Toutes les entreprises d'un territoire sont de fait adhérentes à leur chambre de commerce, membres de leur chambre de commerce. Donc voilà, on a effectivement des professionnels en France qui sont capables d'accompagner, et Colette l'a très bien dit, avec un réseau d'experts comptables qui est dense en France et qui est très couvrant. On a aussi quelques institutions comme les chambres de commerce qui sont capables d'aider. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller plus loin? Je ne pense pas. La question va être plutôt de savoir à quel moment le chef d'entreprise aura besoin d'un conseil ou d'un accompagnement, et puis à quel moment il aura juste besoin d'argent. Et là, pour le coup, si c'est juste besoin d'argent pour faire les salaires à la fin du mois, on sera sur une autre problématique. C'est toute la crainte qu'on a à avoir. Et je pense que si l'enjeu du chef d'entreprise, c'est d'avoir un accompagnement parce qu'il faut qu'il trouve de nouveaux marchés, parce qu'il faut qu'il repositionne son métier, qu'il trouve de la diversification, qu'il aille chercher des sources de financement alternatives, etc. Je pense qu'il y a largement en France de compétences pour l'aider. Et ce, quelle que soit sa taille d'ailleurs. S'il a juste besoin de lever très rapidement de l'argent pour faire les salaires, ça risque d'être plus compliqué. Merci. Pardon. Pardon. Oui, le premier conseil qu'on a envie de donner, là c'est plutôt l'expert comptable qui parle, on vient de sortir d'une crise, sortir du cœur de la crise, mais elle n'est pas terminée, hein, puisqu'on en est encore à des fermetures et autres. Si aujourd'hui on avait un conseil à donner à tous les chefs d'entreprise de notre région et de France et d'ailleurs, posez-vous, faites un état des lieux et sortez la tête du guidon. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer son entreprise comme on l'a géré avant la crise et comme on l'a géré il y a déjà quelques années. On parlait du plan Castex, on n'en a pas parlé du tout, mais il a également évoqué tout ce qui était numérique. Les entreprises qui ne sont pas à l'ère du numérique, à mon avis, ne passeront pas. Parce qu'ils vont être obligés, comme le disait Frédéric, d'aller de l'avant et d'utiliser les nouvelles technologies. Je voudrais juste vous donner une information, si vous le permettez. Je vais changer de casquette 2 minutes, puisque je suis également, en plus de mes fonctions d'expert et de trésorier au sein de l'ordre que je représente aujourd'hui. J'ai une deuxième casquette, je suis présidente de chambre d'une procédure collective au tribunal de commerce de Marseille. On a fait des statistiques au 31 août 2020 et on s'est rendu compte, en fait, je vais vous donner 2 chiffres. On avait en procédure collective en redressement judiciaire, l'année dernière, à la même date, 300 dossiers en procédure. On en a 201 cette année au 31 août 2020, comparatif août 2019. Et en liquidation judiciaire, on en avait 358 contre 233. Ça ne veut pas dire que la crise n'a pas eu d'impact. Ça veut dire que l'effet crise, à mon sens, on l'aura dans 1 an, quand il faudra rembourser le PGE, qui sera cette date, à mon avis. C'était juste pour vous donner cette petite statistique qui me semblait importante, parce qu'on entend tellement dire on va avoir un tsunami de dépôt, d'effondrement de l'entreprise et autres. Je pense que celles qui étaient fragiles avant la crise ne passeront pas la crise, c'est certain. Et toutes celles qui ont pu se restructurer et innover et se réinventer grâce au PGE, à mon sens, n'auront pas de problème de continuité d'exploitation. Très intéressant. Pardon, il y a une question de Xavier Grindel, je crois. Donc, alors, bonjour. Ouais, une question, une remarque, parce que je n'ai pas fait attention à la personne qui a lancé le sujet en posant cette question, mais moi je suis tout à fait d'accord et je crois que je ne suis pas le seul, visiblement. Bruno Boulnois, que je ne connais pas, a l'air d'accord avec moi. Donc, ça fait quand même 3 personnes dans l'audience, dans l'assistance. Moi, j'ai fait un FEDER. Je ne sais pas si vous imaginez, pour ceux qui savent, qui ont touché de près ou de loin ce que c'est qu'un FEDER, subvention européenne, gérée par la région. Un enfer. Je suis une PME, j'ai fait ça tout seul, j'ai 25 salariés à peu près, donc je n'ai pas quelqu'un pour m'aider à faire ça, c'est moi qui m'y suis collé.
Et ça a été un enfer. Et c'est encore un enfer alors que mon programme, j'ai réussi à l'obtenir. J'ai été apparemment la seule dans mon domaine, en tout cas une des rares entreprises, à obtenir un FEDER il y a 3 ans. Ça a duré 3 ans, ça s'est fini en décembre. Et on est on est en octobre, et j'ai toujours pas vu 1 euro de subvention parce que la région si j'ai eu un acompte, pour être très honnête, tout au début, il y a 3 ans, et j'attends toujours que la région ait le temps de traiter ma demande. Donc, je joue de billet à ordre avec la banque, qui me coûte un peu d'argent, pour récupérer mon dû, on va dire. Et ça a été un enfer, et on parlait de 250 000 euros, dont la moitié payée financée par l'Europe. Donc pour une boîte de la taille de Mercadier, c'est beaucoup d'argent. Donc j'en suis ravi parce que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait sans ça. Mais ça a été un cauchemar des heures et des heures et des heures. Et je suis tout à fait d'accord que c'est pas que seul, c'est très compliqué de partir à la chasse aux subventions et aux aides que nous propose l'État, la région ou l'Europe. Et que si on avait quelqu'un qui bâtit, et la CCI, pour prendre votre réponse, c'est très très bien, je pense qu'en effet ça peut être son rôle, mais qu'on ait un contact qui lui-même ait bâti une expérience sur les rouages et comment s'y prendre et comment pas aller droit au but, etc. Je pense qu'il y a peut-être plus de chefs d'entreprise qui oseraient y aller. Moi aujourd'hui, je vois passer des appels d'offres de maintenant FEDER ou autres, j'y vais pas. J'y vais juste pas tellement ça a été un cauchemar. Et je suis arrivé à un moment de la vie de ce fonds FEDER à me fâcher avec les gens de la région en leur disant mais gardez votre argent, je n'en veux plus. Je vais aller emprunter dans une banque tellement je perdais du temps avec des gens pour parler d'un bulletin de salaire à 5 ans. On parlait de 50 euros. La conversation durait 1 heure avec un salarié de la région qu'on paye avec nos impôts et moi qui étais là à pas faire mon business de chef d'entreprise. Donc je trouve vraiment la question pertinente. Si on avait quelqu'un, un référent qui vraiment creuse et nous aide à monter les dossiers, on gagnerait tous beaucoup de temps et peut-être qu'on oserait y aller plutôt que de dire c'est super, on ferme l'ordinateur, le PDF il est beau, on sait qu'il y a plein d'aides en France et une fois de plus, c'est les grandes entreprises qui ont des gens spécialisés dans la remontée de fonds qui vont en profiter et pas nous. Voilà, c'était mon point de vue et mon expert comptable qui pourtant me signe et tamponne les papiers. Non, ce n'est pas son métier, il n'est pas suffisant, il n'a pas l'expérience parce qu'il a peut-être un client qui a osé le FEDER dans toute sa clientèle, parce qu'on est des TPE. D'où l'intérêt de la remarque de Nathalie sur le pool. Oui, peut-être. Xavier, je pense que bien sûr, obtenir une subvention de l'Europe, c'est l'Everest, hein, c'est l'Himalaya. L'Europe est probablement l'institution la plus technocratique du monde. Je vais vous donner une anecdote. Hein. Nous, quand on a été élu à la Chambre en 2016, on avait un service à la Chambre qui s'occupait de projets européens. C'est-à-dire que le rôle de ce service, c'était d'aller pitcher sur des projets européens qui intéressaient le territoire pour essayer de capter des fonds européens pour accompagner le financement de ces projets. On a arrêté. C'était un enfer. C'était un enfer pour obtenir ces subventions. On avait 3 équipes qui travaillaient pour obtenir des queues de cerises et c'était un enfer dans le suivi de ces subventions. Parce que quand l'Europe a mis l'argent sur la table, elle demande des reportings, mais qui sont complètement déments, avec le risque en permanence de voir l'Europe contester l'utilisation des fonds et demander le remboursement. Donc, on a arrêté. Moi, j'ai décidé très rapidement de dire on mobilise des ressources et une énergie mais colossale pour obtenir rien. Donc, on touche bien aux limites que je disais. 100 milliards, c'est bien si on peut les toucher. Des subventions, c'est bien si on peut les obtenir. Alors après, on peut effectivement, et à la Chambre notamment, que je connais assez bien, on a des équipes qui peuvent accompagner. Mais ces équipes, si elles peuvent accompagner pour que le dossier ne soit pas recalé tout de suite et qu'elles peuvent aider l'entreprise à aller au plus direct pour accéder, il n'en reste pas moins qu'après, on passe dans des arcades administratives qui sont ingérables. Et encore une fois, très souvent, le recours, et c'est exactement ce que vous dites, le recours, c'est de dire finalement, j'ai demandé à mon banquier. Parce que quoi qu'on en dise quand même, les banques sont là et font le job. Et
Et c'est ça, une des difficultés, et je l'ai dit en préambule dans le plan de relance, c'est pas les 100 milliards, c'est fantastique. On n'a jamais eu 100 milliards. C'est la première fois qu'on l'a. Comment on va y toucher? Comment on va y arriver? Et c'est bien ça le sujet. Mais on est donc bien d'accord. Donc, si on a un contact concret les uns les autres qui va… Oui. Voilà, on ne va pas tous aller voir, enfin vous, on va vous envoyer un mail, hein, je vais le faire. Mais je pense que c'est collectivement, c'est intéressant qu'on sache qui va bâtir de l'expertise à la CCI, quel est le référent. Comme ça, on a une personne et on va certainement tous… Vous avez un numéro? La première fois, cette personne va découvrir, mais sauf qu'après, elle répondra 9 fois pareil et elle aura une expertise. Vous avez un numéro unique que je vous donnerai. Vous avez un numéro unique à la Chambre sur une cellule qui est destinée à accompagner les entrepreneurs dans cette relance et notamment à les accompagner dans ce type de process. Voilà. Donc, pour ça, je vous le ferai passer. Passez-moi un petit mail et je vous donnerai ces éléments-là. On va avoir ce type de cellules. Elles sont déjà créées. Après, elles ne feront pas de miracle. Hein. Elles ne changeront pas la technocratie européenne ou… voilà, par contre, elles seront peut-être plus en capacité de vous orienter, de vous dire allez plutôt là plutôt que là parce que ce sera ou plus facile ou plus rapide et surtout de vous dire c'est comme ça qu'il faut présenter le dossier pour avoir toutes les chances de ne pas perdre de temps. Après, voilà. Il ne faut pas compter, je pense, sur ce type d'aide financière à court terme. Il faut aller actionner d'autres leviers, mais pas celui-là. C'est trop aléatoire et trop long, surtout. Et vous en êtes un exemple vivant, hein, que c'est trop aléatoire et trop long. Notre rencontre touche à sa fin. Je voudrais vous laisser peut-être 2 minutes à chacun, à tous les deux, pour conclure, ou s'il n'y a pas de conclusion, on prendra une question de plus. Voilà. Donc moi, je dirais en un mot qu'il faut s'organiser pour aller chercher le pognon, quoi. Voilà, je vais raisonner de façon très binaire. Il faut aller chercher le pognon. Et il faut qu'on trouve les moyens et qu'on s'organise. On est en train d'y travailler à la Chambre, mais pas que. Dans les banques, on y réfléchit beaucoup en ce moment. On ne sait pas trop comment on va faire, mais il faut aller chercher le pognon. Il y a 100 milliards à prendre. Il faut qu'on arrive à aller les chercher. Je pense que les entreprises doivent coopérer et collaborer un peu plus. Je pense qu'aucune entreprise ne sera capable d'y aller seule. On voit dans le monde industriel déjà des coopérations assez intéressantes. Il ne faut pas hésiter à essayer de mutualiser un peu les compétences pour aller chercher, pour aller pitcher, pour aller sur des projets. Et puis, si on a des projets, il ne faut pas hésiter à regarder comment on peut les faire connaître pour voir si ces projets ne sont pas finançables. Je pense qu'il manquera plus de projets que d'argent. Donc, il faut aller chercher le pognon. Je pense qu'il faut s'organiser pour essayer d'aller chercher l'argent et s'organiser très vite pour le faire. On est d'accord. On va prendre une dernière question parce qu'il y a Bruno Boulois qui a une question et après, on conclut. Enfin, on va fermer notre réunion. Allez, Bruno. Oui, vous m'entendez à nouveau? Oui. Oui. Ok, merci. C'est tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit par Frédéric et quelque part en relation avec la préoccupation du patron de PME tout à l'heure. Je travaille beaucoup avec les PME aéronautiques en particulier depuis longtemps. Bon, je réagissais à il faut aller chercher le pognon. Je pense que c'est à la fois plus complexe que ça, et heureusement d'ailleurs. Ce qui est demandé, c'est la vraie construction de projets qui, bien entendu, seront financés et les moyens existent. Mais la vraie problématique, c'est de construire des projets. Ce n'est pas d'aller chercher le pognon, je m'excuse. D'où le fait que ce soit la CCI ou ailleurs, constituer des cellules extrêmement efficaces pour savoir accompagner, aider les PME notamment qui auront des projets à construire et qui seront de nature très différente, je le mentionnais, suivant que l'on cherche à rentrer dans le plan de relance sur le volet emploi des jeunes et emploi en particulier, que ce soit compétitivité, y compris export, que ce soit environnement, que ce soit tout ce que l'on veut, re-engineering, nouveaux moyens de production, certainement que les projets sont différents et que les financements sont aussi différents. Et simplement aller voir le banquier en me disant « trouvez-moi de l'argent », je suis sûr que ça ne répond pas au sujet. Okay. Non, ce n'est pas le banquier qui financera ces projets. C'est l'argent de l'État, c'est pas le banquier. L'argent de l'État.
Je pense que, écoutez, on a fait le tour de la question. Moi, je pense que nos deux invités, nos deux intervenants ont été parfaits. Vraiment, on a appris des choses et en même temps, on a ressenti ce qu'il y avait sans doute à faire. Et je retiendrai, pour finir, la formule de Frédéric. Il faut aller chercher le pognon. La formule me plaît parce que de toute façon, il va falloir aller le chercher. Que ce soit en structurant ou autre, on a besoin de ça. Et si on est meilleur que les autres régions, ben on aura plus d'argent dans notre région et les entreprises seront mieux soutenues. Voilà, donc je pense que c'est une bonne formule. Et voilà, je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Allez, au revoir. Merci.